Bienvenue, Madame, Messieurs, dans ce dossier de la rédaction. Vous le savez, au matin du 24 avril 2020, cessera de fait l'état d'urgence décrété récemment par le président de la République. Qu'adviendra-t-il par la suite? Eh bien, la réponse est à trouver dans l'ordonnance signée récemment par le président de la République portant justement modification de cette ordonnance-là. Et pour en parler, pour commenter cette actualité, nous avons un professeur de droit constitutionnel et professeur de régime politique comparé, professeur Kodjo Ndoukouma. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci encore pour votre disponibilité. Alors, nous nous retrouvons dans un cas de figure où l'ordonnance, déjà, qui est en train d'arriver à bout, a été longtemps critiquée. Ça fait l'objet de beaucoup de controverses, notamment dans les milieux du Parlement et même des politiciens. Il a fallu que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer pour avoir un peu comme un moment d'arrêt. Mais apparemment, ce n'est pas complètement fini. On a une autre ordonnance qui vient d'être signée pour demander, qui modifie celle-là, mais qui fait aussi certaines recommandations aux parlementaires et ça porte déjà aussi, il y a déjà des commentaires autour des réactions. Mais d'abord, première question, ça devait être quoi les différents scénarios au point où nous en sommes? Bon, on va vraiment être mesuré et assez didactique parce que c'est un dossier de la rédaction. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Là où la législation en période stable et normale ne permet pas de répondre aux nécessités de sauvegarde de l'État et également de sauvegarde de la population. Et en ce moment-là, le président de la République, face à une calamité publique, peut décréter l'état d'urgence. Dans le cas de la République démocratique du Congo, c'est l'article 85 de la Constitution qui a été d'ailleurs suivi par l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Const 1200 du 13 avril 2020. Et cet article 85 de la Constitution dit que soit c'est parce qu'il y a menace à l'intégrité territoriale, soit menace à son indépendance, soit parce qu'il y a une menace qui peut provoquer l'arrêt du bon fonctionnement des institutions. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 avril 2020 a défini l'état d'urgence sanitaire. On a su que l'OMS pouvait décréter des urgences sanitaires. Mais maintenant, nous avons un concept qui est aujourd'hui juridiquement et juridictionnellement consacré, qui est celui de l'état d'urgence sanitaire, pour lequel le juge constitutionnel a dit qu'il y avait conformité à la Constitution. Maintenant, nous ne sommes plus au moment de l'autorisation de l'état d'urgence, qui a fait le débat sur l'article 119.2 de la Constitution demandant qu'il y ait un congrès autorisant l'état d'urgence. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus non plus au moment où on discute encore de la proclamation de l'état d'urgence sur base de simple concertation, article 85 de la Constitution, entre le président de la République, le Premier ministre, les deux présidents des chambres parlementaires avant l'ordonnance. Et bien sûr, l'ordonnance est précédée par un message du chef de l'État à la nation. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes dans un scénario, mot que vous avez utilisé, qui est beaucoup plus avancé. Maintenant, nous sommes dans la situation où les effets des mesures d'état d'urgence cessent de plein droit dans les 30 jours de leur édiction et qu'il faut une autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat pour proroger chaque fois de 15 jours, en des termes successifs, l'état d'urgence. Et c'est là que le 17 avril 2020, le président de la République adresse aux deux chambres de manière séparée un courrier, après bien sûr réunion du Conseil des ministres. Il demande que les deux chambres puissent déjà statuer sur la prorogation de l'état d'urgence. La question s'est posée de savoir si les deux chambres ne devraient pas plutôt être en congrès pour pouvoir décider de la prorogation de l'état d'urgence. Là, nous revenons à l'article 144, pénultième alinéa, qui dispose que
les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, en autorisent la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Donc, il n'a pas été dit à l'article 144 de la Constitution qu'il faut un congrès. Un congrès. C'est les deux chambres, et quand même vous regardez simplement l'exégèse du texte, l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, c'est saisi au pluriel. Maintenant, l'article 36 du règlement intérieur du Congrès, cette fois-ci, demande que pour autant l'autorisation de l'état d'urgence que pour sa prorogation, que le Congrès se tienne. Mais le Congrès se tient, dans cet article 36, sur saisine du président de la République. Et donc, le président de la République n'ayant pas saisi le Congrès, dont le bureau est celui de l'Assemblée nationale, mais ayant saisi séparément les deux chambres, donc il indique déjà dans son ordonnance et dans son courrier qu'il ne peut pas y avoir de congrès pour ce faire. Et même si l'Assemblée nationale et le Sénat voudraient se réunir en congrès pour statuer sur l'autorisation de proroger ou pas l'état d'urgence, il manquerait un élément substantiel de la légalité formelle, c'est la saisine du président de la République quant à c'est. Voilà. Alors, dans cette ordonnance, ce sont les mêmes mesures d'application qui sont presque reconduites. Ces mesures d'application qui ont été même annoncées avant l'ordonnance portant l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo, eh bien, c'était sur des restrictions de certaines activités. L'église, les bars étaient déjà fermés, les terrasses et restaurants. Nous étions déjà au 19 mars. Ouais. Alors, avril, lorsqu'on a l'ordonnance, ce sont ces mêmes dispositions qui sont reprises comme mesures d'application. Alors, ça va être ces mêmes dispositions qui vont être reconduites de 30 jours, alors que l'état d'urgence serait prorogé chaque fois de 15 jours. Est-ce une façon déjà de nous prévenir que nous sommes en train d'aller dans 15 jours, x2, x3, x4 ? Je retiens encore en mémoire votre première question et celle-ci. C'est pour dire que cette ordonnance qui modifie et complète l'ordonnance du 20-014 du 24 mars 2020 suscite un certain nombre d'interrogations techniques simplement. Parce qu'il faut se le dire, hein, autant de fois qu'on prendrait des ordonnances, autant de fois, selon l'article 145 alinéa 2 de la Constitution, il faudrait en vérifier la conformité à la Constitution auprès de la Cour constitutionnelle. Parce que l'alinéa 2 de l'article 145 de la Constitution dit « les ordonnances ». On suppose avec Bertrand Mathieu que le gouvernement agit fort et vite et que dans cette situation donnée d'état d'urgence, le président pourrait être amené plusieurs fois à ajuster les mesures dans une graduation des moyens ponctuels pour faire face à la crise et revenir le plus vite à la normale. Et donc, chaque fois qu'une ordonnance sera prise, dans le cadre de l'état d'urgence, on reviendrait à l'article 145, alinéa 2 de la Constitution pour saisir la Cour constitutionnelle dans la conformité. Mais ici, c'est juste un échange sur le plan technique. Nous avons deux dates. Les juristes disent dies aquo et dies aquem. À partir de quel moment on commence à faire la computation des délais constitutionnels de l'état d'urgence? Nous sommes à l'article 144, alinéa 4 de la Constitution, qui dit que l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Nous avons eu deux passages du chef de l'État à la télévision. On a eu un passage avant le 24 et un autre passage le 24 mars. Alors, mais là où le président a dit qu'il décrète l'état d'urgence, c'était à son deuxième passage du 24 mars. Maintenant, l'ordonnance qui est prise fait rétroagir les mesures à partir du 19 mars, lors, bien entendu, de sa première intervention où il n'avait pas donné les mesures d'état d'urgence. Maintenant, on compte les 30 jours de l'état d'urgence qui sont des délais constitutionnels. À partir de quel moment? On compte cela à partir du 19 mars. Dans ce cas-là, en fait, on serait déjà en dépassement de 30 jours des délais constitutionnels, ou on les compte à partir du 24 mars
dans lequel cas il reste à l'Assemblée nationale et au Sénat 2 jours pour pouvoir se réunir. Sinon, on revient encore à la Constitution, dépasser les délais, l'ordonnance proclamant l'état d'urgence cesserait de produire ses effets après le délai prévu. Donc, déjà, la première question technique, c'est de dire cette deuxième ordonnance lue le 20 avril, on n'a pas vu la publication. Hier, j'étais au journal officiel. Personnellement, le journal officiel de l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu. Là où il y a, c'est au Palais du Peuple, parce qu'au centre-ville, tout est fermé. Tout est fermé. Je n'ai pas vu l'ordonnance, mais l'ordonnance pose déjà la question sur la date certaine à partir de laquelle nous allons commencer à computer les 30 jours de l'état d'urgence et qui nous permettent de nous situer par rapport aux compétences du Parlement pour savoir si le Parlement devrait plutôt tenir sa plénière hier le 19 ou devrait-il tenir sa plénière avant la date du 24 avril qui correspond aux 30 jours si on compte de date à date. Maintenant, on est toujours dans le scénario où le Congrès pourrait ne pas se tenir et que chaque assemblée, chaque chambre se réunirait de plein droit. Il faut également dire que cette ordonnance pose également une question technique. Lorsque je lis l'ordonnance certifiée d'ailleurs que j'ai sous les yeux du 24 mars, je vois que le point relatif au rassemblement est situé à l'article 3.2 de l'ordonnance 20.014, qui parle des mesures relatives à l'exercice de la liberté. Et l'ordonnance telle que lue à la télévision a d'abord parlé des questions de culte, des questions de funérailles, des questions de voyage. Ce sont des libertés publiques, des libertés d'association, des libertés de circulation, les libertés de conscience. Mais quand on y met l'Assemblée nationale et le Sénat... C'est comme si finalement ils sont sur les mêmes pieds. L'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas une association. L'Assemblée nationale et le Sénat sont un pouvoir institué. Article 68 de la Constitution qui cite comme institution à la fois le président de la République, le gouvernement, le Parlement. Et mais donc, le président leur donne le droit d'atteindre le quorum juste pour traiter de cette question de l'ordonnance, de la prorogation de l'état d'urgence. Je n'irai pas par dire, et je ne fais pas de figure de style, qu'il y a violation de la Constitution, pas du tout. Qu'est-ce qui est mieux que de rappeler à un pouvoir qu'il est de plein droit en mesure de pouvoir se réunir, même si cette Assemblée nationale et ce Sénat ne sont pas des personnes qui exercent des libertés et des droits fondamentaux, mais ils exercent un pouvoir. Jean Baudin le dit, la souveraineté, c'est le pouvoir perpétuel et absolu d'une république. Et ce pouvoir se distribue dans son exercice, se répartit dans son exercice entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc, cet article, dans l'endroit où on le place en termes d'exercice de liberté publique, pose un problème pour le droit, qui est une science de catégorisation et de qualification. Le Parlement exerce un pouvoir, il n'exerce pas une liberté d'association à 20 personnes, à 30 personnes ou à 500 personnes. Le Parlement, c'est une représentation nationale et une représentation de province également, avec un nombre de députés qu'il faut. Une autre question que l'ordonnance suscite, c'est celle de la définition de l'ordre du jour. Il y a l'article 116 de la Constitution qui traite autre chose, qui traite de l'ordre du jour servant de base à la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Alors, dans le cadre où nous sommes, le Parlement est en session ordinaire. Et donc, c'est dans le cadre d'une session extraordinaire qu'à la demande du président, qu'à la demande du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou qu'à la demande d'une quotité qualifiée des députés, que sur un ordre de jour précis, le Parlement siège en session extraordinaire. Article 116 de la Constitution. Mais pour le cas présent, l'Assemblée nationale et le Sénat sont en session ordinaire, et donc, l'article 144 également de la Constitution, on ne fait pas du juridisme, c'est juste de la référence, dit que, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée. Donc, dans le cas où l'Assemblée nationale et le Sénat sont déjà en session ordinaire,
ok, ils peuvent traiter de toutes les autres matières qui sont inscrites dans leur calendrier. Parce que même en droit comparé, lorsque on regarde les pouvoirs exceptionnels de l'article 16 de la Constitution française, il est dit que les mesures prises dans des situations exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Dans tout ce que nous avons lu, rien en ce qui concerne l'état d'urgence n'affecte le fonctionnement d'autres institutions. Nous avons plusieurs types de pouvoirs, selon les auteurs. On a Pierre Avril qui, pour état d'urgence, état de siège, état de guerre, parle plutôt des pouvoirs de crise. On a Rodier, Ghislain qui parle des régimes exceptionnels, Philippe Ardant et Mathieu qui parlent des pouvoirs exceptionnels par rapport aux pouvoirs normaux. Il y a Bastien François, il est de la Sorbonne, il parle de des états d'exception. Mais dans tous les états d'exception que nous avons, dans lesquels on met l'état d'urgence, dans lequel on met l'état de siège, l'état d'urgence donne une graduation des pouvoirs des polices beaucoup plus renforcés et qui, en contrepartie, amoindrissent les libertés publiques, qui est en fait un ensemble de droits fondamentaux qu'il faut appliquer. Mais rien de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous avons pu lire dans la Constitution en droit comparé ne dit que l'état d'urgence doit affecter le fonctionnement d'un pouvoir par rapport à un autre. Voilà. Et donc, ça doit plutôt être une collaboration. Maintenant, dans le scénario, ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer de manière vertueuse, c'est que le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas en matière législative pour autoriser la prorogation de l'état d'urgence. Ils sont plutôt dans une matière où ils décident par un acte d'assemblée. Ils décident par un acte de la plénière, qu'on appelle la résolution. Et dans d'autres droits, comme le droit français, c'est l'article 34.1 de la Constitution française qui dit que les assemblées peuvent prendre des résolutions et ces résolutions sont quand même contrôlées. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est les règlements intérieurs respectifs du Sénat et de l'Assemblée nationale qui leur permettent de prendre des résolutions. Mais comme ce n'est pas une procédure législative prévue à l'article 130 de la Constitution, ce n'est pas qu'une loi. La première chambre qui statue sur un projet ou une proposition de loi la transmet à l'autre chambre qui peut l'adopter en des termes identiques. Là, le problème ne se poserait pas, ou en des termes différents. Et quand c'est en des termes différents, on va à une commission mixte paritaire, et si le désaccord n'est pas aplani, on arrive à l'article 137 de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui statue en définitive. Mais maintenant, on n'est pas dans le cadre d'une procédure législative non. Pour autoriser. Ce n'est que lorsque on veut mettre fin à l'état d'urgence qu'on prend une loi. Ça, c'est l'article 144 de la Constitution. Mais quand on doit autoriser la prorogation de l'état d'urgence, ce n'est pas résolution. Mais maintenant, le risque est lequel? Que l'une des chambres, qui est autonome, puisse prendre une résolution qui est tout à fait contraire à la résolution de l'autre chambre. Alors, il n'y a pas d'harmonisation en aval possible. Et ces résolutions arriveraient sur la table du président de la République. Oui, on agit dans un contexte d'urgence. C'est vrai que la deuxième ordonnance du chef de l'État vient un peu brouiller les termes initiaux de la computation des délais constitutionnels de 30 jours. Oui. Mais si on part de la date du 24 mars pour l'ordonnance 20-014, comment on dit, déclarée conforme par la Cour constitutionnelle, vous vous rendrez compte que c'est au plus tard au 23 avril à minuit que l'Assemblée nationale et le Sénat devraient adresser au président de la République, parce qu'il les a saisis séparément, de manière séparée, leur résolution positive lui disant qu'il peut signer l'ordonnance de prorogation de l'état d'urgence pour 15 jours. Alors, ces 15 jours vont être comptés allant du 24 avril jusqu'à, je ne sais pas moi, au début du mois de mai. Ouais. Mais c'est ça le scénario dans lequel nous sommes, où chaque pouvoir collabore. Et le but de l'état d'urgence, c'est d'agir fort et vite, là où une législation en situation stable et normale ne permettrait pas de faire face à la situation et de revenir au plus vite à la normale.
Sinon, si l'état d'urgence aussi se prolonge, on serait dans des cas où De Gaulle, en 1961, pour un problème réglé déjà au bout de 3 jours, c'était le coup d'État des généraux, a retenu les pouvoirs exceptionnels pendant 5 mois. Entre-temps, les 2 chambres du Parlement continuent à travailler séparément parce que elles sont en session ordinaire et on est sûr qu'urgemment, ils sont en train de travailler sur ce dossier. En tout cas, nous sommes chercheurs, nous savons qu'il y a des cadres de concertation au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce cadre de concertation est réglementaire, il s'appelle la conférence des présidents. Et la conférence des présidents réunit les différents groupes politiques au niveau du Sénat et les groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a 16 groupes parlementaires à ce niveau-là. La question que l'ordonnance du chef de l'État a vraiment rappelée, c'est la question de conditions de quorum. Il y a un quorum de décision. D'abord, chaque chambre ne peut pas d'abord se réunir si ils n'ont pas au moins, 250 députés d'un côté et la moitié de sénateurs de l'autre. Ça, c'est le quorum pour la réunion. Mais il y a un quorum de décision. Ça signifie que lorsqu'on doit voter une loi ordinaire, il suffirait d'avoir 250 plus 1 députés qui votent. Ou soit si on va en séance subséquente, ça veut dire on n'a pas pu réunir le quorum de décision tout de suite, on suspend la séance, et même la magie, nous quand on était à l'Assemblée nationale, c'est qu'on suspendait la séance, et puis on la réouvrait tout de suite, on était en séance subséquente. Lorsqu'on est en séance subséquente, le quorum de décision se module, et on peut décider avec les personnes qui sont présentes. La question qui se pose maintenant, c'est de dire comment on réunit 500 députés et 108 plus 1 sénateurs dans un espace assez confiné de l'hémicycle. Il y a un peu plus de place aux salles de congrès, mais il y en a moins dans l'hémicycle du Sénat, où d'ailleurs les places sont nominatives. Alors comment on fait pour ce faire? Et puis une harmonisation doit pouvoir se faire en amont. Ça veut dire le texte de résolution, le projet de résolution qui propose cela. Il faudrait que ce soit proposé, il faudrait qu'on en discute au niveau des députés et des sénateurs et ensuite qu'on puisse voter. Et donc, ce sont tous ces préparatifs qui sont en cours pour permettre justement d'autoriser par une décision d'Assemblée la prorogation de l'état d'urgence qui sera manifestée finalement par une signature d'ordonnance du président de la République. De quoi espérer que cette fois-là, on ne reparte pas voir la Cour constitutionnelle? Bon, il faut dire une chose, que les règlements intérieurs de chaque chambre a une valeur infraconstitutionnelle, mais beaucoup d'auteurs disent que ce règlement a une valeur supralégislative, pour la bonne raison que les règlements intérieurs de chaque assemblée, ou du Sénat et de l'Assemblée nationale, sont d'abord déclarés conformes à la Constitution, et c'est sur base de ces règlements qu'on vote à la fois les lois organiques et les lois ordinaires. Et donc c'est un règlement qui, on suppose, est supralégislatif. Et donc l'Assemblée nationale et le Sénat obéissent à leur propre règlement intérieur. C'est assez délicat qu'un membre qui n'est pas membre de ce corps constitué puisse invoquer le règlement qui s'applique aux membres de ce corps-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat vont agir selon leur règlement intérieur. Ils ont été saisis par courrier par le président de la République. L'ordonnance du chef de l'État a précisé un certain nombre de choses, mais l'article 144 dit que les 2 chambres se réunissent de plein droit en session ordinaire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va proroger de 15 jours. À compter de quand? Est-ce à compter du 19 mars au 18 avril ou est-ce à compter du 24 mars au 24 avril? Parce que la deuxième ordonnance a fait réagir de quelques jours les mesures qui n'ont été prises en fait que dans le contexte d'un état d'urgence décrété le 24. Maintenant, chaque fois que, ça nous le disons sur base de l'article 145 de la Constitution, qu'une ordonnance ou des mesures supplémentaires seront prises dans le cadre de l'état d'urgence, l'article 145 alinéa 2 de la Constitution dit qu'il faut toujours saisir la Cour constitutionnelle. Parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle donné sur un acte ne couvre pas forcément l'acte que le juge constitutionnel n'a pas vu.
Et quand vous regardez le droit comparé, vous remarquez que le juge constitutionnel, dans une situation donnée, qu'on appelle une situation exceptionnelle, ce juge est beaucoup plus actif et beaucoup plus alerte pour que toute affaire se sente, comme le dit maintenant notre Constitution, chaque fois qu'il y a signature d'une ordonnance portant mesure d'état d'urgence, que ce juge puisse connaître de cette ordonnance et pouvoir toujours fixer et coordonner la jurisprudence et éviter justement que les paroles des doctrinaires que les chercheurs expriment puissent passer pour des paroles d'évangile et que les gens se chiffonnent dans les réseaux sociaux, souvent même en s'insultant entre eux spécialistes. Il faut de temps en temps que la Cour constitutionnelle mette les gens d'accord. Monsieur le professeur, nous vous remercions pour cet éclairage. Merci beaucoup de l'invitation. Et c'est la fin de ce dossier de la rédaction. On se retrouve très vite sur Bioane. Au revoir.